Nous, on va entendre l'argent. Qu'est-ce qui te permet de ramener de l'argent, de vivre ici au Maroc, Inch'Allah. Tu peux venir faire ta hijra au Maroc. Tes enfants ne vont jamais apprendre ça en France. Est-ce que tu envisages un jour repartir en France? Tu sais pas, tu aimerais au jour d'aujourd'hui. Là, je te parle avec ta mentalité d'aujourd'hui, ton état d'esprit aujourd'hui, etc. Repartir vivre en France? Repartir vivre en France? Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la chaîne. Dans cette nouvelle mission, j'ai le plaisir de recevoir notre frère que je vais vous présenter incessamment sous peu, que j'ai rencontré sur une chaîne YouTube, machallah, sur une vidéo, lorsque j'ai cherché pour des confections au Maroc sur Tanger. Alhamdoulilah, je suis tombé sur lui. Et aujourd'hui, on va parler toujours pareil d'expatriation, d'entrepreneuriat et des choses très intéressantes que le frère va se permettre de nous détailler. Bismillah, tfadal akhi, si tu veux te présenter, El Habib. Salam alaikum, bienvenue à vous sur la chaîne. Donc, merci frère Wabi de m'avoir reçu. Moi, je m'appelle Abdel Fattah, j'ai 35 ans, je suis père de 3 enfants. Tout petit encore, 5 ans et demi, 4 ans et demi, 2 ans et demi. Je précise parce que ça va être quelque chose qui va me motiver à venir ici pour l'expatriation. Et je suis auto-entrepreneur, je suis vendeur Amazon FBA et maintenant je suis également agent immobilier sur Tanger au Maroc. C'est une ville où je suis né, où j'ai grandi. Je suis resté ici jusqu'à l'âge de 17 ans quand même avant de partir en France et puis me marier là-bas plus tard et faire mes enfants en France. Donc maintenant je retourne ici au bled pour une nouvelle aventure dans l'immobilier. Machallah, retour aux sources, là, Ibarak. Donc voilà très brièvement qui suis-je et puis voilà, je te laisserai après. Ouais, d'accord, je vais rebondir, je te poserai les questions au fur et à mesure comme ça tu es. Alors bon, première question, pourquoi tu as fait la hijra? Parce que beaucoup ils y pensent mais ils ne le font pas. Toi, c'est quoi qui a été ton déclic qui t'a poussé à franchir le pas et qui t'a donné la force de franchir ce pas-là? Alors ça c'est un sujet qui risque de nous prendre un petit peu de temps parce que je vais détailler pas mal de choses. On est là pour ça. Voilà. Alors la première chose c'est que moi après 5 ans, tu sais, depuis le corona, j'étais pas rentré au Maroc et puis 5 ans après, je suis revenu ici à Tanger et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'expatriés. J'ai été choqué de voir le nombre de personnes, des fois même pas marocaines, des fois ce sont des gens qui parlent des fois même pas le français et qui ont décidé de faire le pas et de venir s'installer ici au Maroc. Vu les tensions qu'on a en Europe, de ce qui se passe, etc., beaucoup ne se sentent plus chez eux. Moi, ma femme, par exemple, elle est née en France, elle a grandi en France et elle se sentait des fois mal à l'aise par rapport à plein de choses. On ne va pas trop rentrer dans la politique, mais voilà, le climat global en France en Europe de manière générale, fait que beaucoup de gens décident de venir ici. Donc ça, c'est une première chose que j'ai remarqué. Alors, pour mon cas à moi, comme je t'ai dit au début, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc j'ai toujours voulu retourner, créer un business qui me permet de retourner vivre au Maroc, mais sans forcément devoir dealer avec les Marocains, parce que la mentalité, tout ça, on va peut-être parler de ça plus tard, est un peu complexe ici, surtout pour ceux qui sont nés à l'étranger, qui viennent ici. Ils ont du mal à s'adapter. Il y a beaucoup d'inconvénients concernant l'intégration au Maroc. Je vais peut-être te parler de ça plus tard. Donc pour toutes ces choses-là, pour toutes ces facilités que moi j'ai par rapport à d'autres personnes, puisque j'ai grandi ici, je voulais retourner ici, mais j'avais besoin d'avoir un business qui me permet de le faire, parce que je ne veux pas travailler ici au Maroc. D'accord. Et donc moi de formation, je peux peut-être parler de ma formation. Bien sûr. Moi j'ai fait Je voulais même te demander, pour rebondir sur ta formation, c'est quoi ta situation en France et tes études, tes formations, tu avais quoi voilà, avant de parler des business qui m'ont ramené ici. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai eu un bac plus 2 en maths informatique. J'ai essayé la médecine à une époque, ça n'a pas fonctionné. Et puis j'ai rebondi sur les maths informatiques. Et comme j'étais parti à l'époque à l'âge de 17 ans, donc j'ai pas eu mon bac ici au Maroc. Je suis arrivé en France, j'avais pas ce bac. Je pouvais pas aller à l'université directement. J'ai perdu 2 ans au lycée. J'ai rattrapé la première et la terminale avant d'aller à l'université. J'ai repassé mon bac en candidature libre, je l'ai raté une première fois et puis une deuxième fois je l'ai eu sur baclibre.ma pour ceux qui connaissent. Donc là je fais un petit peu de pub au monsieur avec qui j'ai eu cette formation, mais parce que franchement ce site est magnifique. Donc je l'ai obtenu ce baccalauréat, je suis parti à Grenoble à l'université Joseph Fourier, c'est là-bas où j'ai fait mes études universitaires. Mais comme j'avais déjà 22 ans, je pense entre 22 et 23 ans, j'avais plus trop la motivation de continuer dans les études. Donc j'ai arrêté, je me suis mis à mon compte, je travaillais sur les marchés. Alors je vendais des habits, je descendais à Aubervilliers. Moi je suis originaire de la Haute-Savoie, à côté de Genève en Suisse.
Et je partais à Aubervilliers tous les mois pour acheter des habits pour femmes. Je travaillais avec les habits des femmes. Et puis je faisais les tournées des marchés qu'on avait dans la région, quoi. Et de ça, en fait, je suis rentré dans le business Amazon parce que je me suis dit, je suis très limité. Je vends ces habits que sur les marchés. Les marchés, oui, c'est bien, mais ça reste dans un périmètre très restreint. Pourquoi ne pas amener ça à un niveau plus élevé, toucher plus de monde? Et je commençais à chercher sur Internet pour voir quelle plateforme je vais choisir pour développer ce business. Alors j'ai trouvé Shopify, j'ai trouvé pas mal de plateformes comme ça de ton entrepreneuriat sur le net. Mais Amazon FBA a été la meilleure pour moi parce qu'ils ont déjà une base de clients. Je n'ai pas besoin d'aller créer un site, de lui faire de la publicité payante sur Google, etc. pour pouvoir amener des gens. Il y avait déjà toute la clientèle en place. Tout ce que j'avais à faire, c'est de pouvoir placer mes produits en première page d'Amazon et ça me suffisait largement pour faire des ventes. Donc c'est comme ça que l'idée d'Amazon FBA est venue. Je me suis lancé dans ça, maintenant ça fait 7 ans à peu près, entre 7 et 8 ans que je fais cette activité. Mais juste pour revenir au début, quand tu as commencé, tu n'as pas vu des flashs publicité formation, tu n'es pas formé comme on voit, parce que c'était à la mode, et dans ces formations-là, je te permets, hein, parce que tu sais, comme tout le monde rêve de travailler sur Internet, revenu, de se faire un gros revenu, etc. Mais il y a tellement de formations, on ne sait même plus si c'est vrai ou pas. Est-ce que toi, tu es passé par là ou tu l'as fait tout seul finalement? Alors moi, je suis passé par là parce que c'est dur de résister à toutes ces tentations, à toutes ces carottes en ligne, on va le dire, d'acheter des formations, etc. sans accompagnement. Donc ce sont des gens qui vous vendent des formations et qui vous laissent vous débrouiller tout seul. Alors oui, je suis passé par une formation, mais d'américains, tu vois. C'est eux qui étaient vraiment très avancés. Tu maîtrises l'anglais? Oui, alhamdulillah. I do speak English very well, very fluently. Donc moi, je suis arrivé... alors moi, je parle bien anglais parce que j'étais ici au Maroc dans une école américaine avant de partir en France. C'est ça qui m'a permis d'avoir... D'ailleurs, je vais mettre des vidéos en anglais sur ma chaîne YouTube d'immobilier. On va revenir à ça plus tard pour viser plus les Néerlandais, les Allemands, les gens du Golfe, etc. Donc, je te disais que j'ai pris une formation sur les Anglais. Et puis, c'était le mec là qui fait le Kindle Publishing, le show avec les yeux bleus. Là, j'ai oublié son nom carrément. Ça fait longtemps maintenant. C'était au tout début des plateformes de recherche de niche, Jungle Scout, Helium 10, etc. C'était à cette époque-là, moi, que j'ai commencé. D'accord. Ceux qui s'y connaissent, ça va leur parler. Oui, ça va leur parler. À l'époque, moi, Jungle Scout, je l'avais pour 10 $ par mois, quelque chose comme ça. Maintenant, écoute, ça c'est quoi? C'est une plateforme, ça? C'est une plateforme de recherche de... En fait, quand tu rentres sur Amazon, tu tapes un mot-clé, ça t'affiche des produits. Et puis, tu as des extensions, tu as des outils, des logiciels qui te permettent de voir le nombre de ventes pour ces produits-là, qui sont les meilleurs vendeurs, combien ils chiffrent par mois, etc. Donc, tu as une data, grâce à ces outils-là, qui te permet à toi de se lancer au pas dans certaines niches. Ils sont pénalisés alors les francophones, dans les formations francophones, parce que toi, tu as eu ça dans une formation anglaise, américaine. Tu as eu ces outils-là dans une formation américaine, c'est ça que tu m'as dit, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, non, mais maintenant... Il y a tous ceux qui ont appris sur les Américains et qui ont fait leur version française et qui vendent en ligne. D'accord. Donc moi, je te disais par rapport à ma formation scolaire, puis je suis parti au marché juste pour restituer un peu le dialogue. Très bien. Je suis parti au marché. Du marché, j'ai vu que j'étais limité, donc j'ai tout de suite pensé à faire quelque chose en ligne. Le en ligne pour moi, c'était Amazon FBA. Parce qu'Amazon FBA, c'est ce qui ressemble le plus au commerce normal, au commerce... qu'on connaît au marché, etc. Tu achètes un produit, tu l'envoies dans les entrepôts d'Amazon. Donc là, j'explique un peu ce que c'est qu'Amazon FBA. Tu l'envoies dans les entrepôts d'Amazon et puis on a un petit peu de vent avec les caméras. Ouais, non, normalement, ça va le faire. Ça tient, bah, voilà, c'est l'essentiel. Donc, tu achètes un produit, tu l'envoies dans les entrepôts d'Amazon, ils le stockent chez eux. Quand quelqu'un t'achète un produit, eux, ils vont dans le stock, ils le prennent et l'envoient en FBA, Fulfillment by Amazon, jusqu'à chez lui. Ça, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que toi, tu peux faire ce business 100% à distance. C'est ce qui fait rêver beaucoup de gens. C'est ce qui me faisait rêver moi aussi pour que je puisse faire ma hijra plus tard. Moi, je pensais à ma hijra avant même mon mariage, tu vois. Machallah. Ça fait 7 ans que je suis marié, j'ai 3 enfants. Mais avant mon mariage, déjà, je pensais à faire quelque chose, à revenir ici au bled parce que Tanger, c'est une grande ville. J'ai grandi ici. Je voyais déjà les avantages de cette ville, toutes les opportunités qu'elle peut m'offrir. Et par rapport à là où j'étais à côté de la Suisse, j'étais dans un petit bled paumé qui s'appelle Saint-Julien-en-Genevois pour ceux qui connaissent. J'ai passé 18 ans là-bas, hein, c'est pas rien. Et là-bas, j'étais très limité.
si tu n'as pas un travail, si tu ne te lèves pas pour aller travailler quelque part, puis rentrer chez toi, c'est dur de développer un business là-bas. Moi, là, ma chaîne YouTube dans l'immobilier, ça fait que 2 mois que je l'ai créée. J'ai déjà beaucoup de demandes, j'ai pas mal d'abonnés, alhamdoulilah, j'ai vendu déjà pas mal d'appartements. Dans cette résidence où on se trouve maintenant. Donc, ça, j'aurais fait la même chose en France. Je ne pense pas que j'aurais rencontré ce succès par rapport à toutes les barrières qu'on a en France. Moi, je suis un Maghrébien. Je suis un Maghrébin, je m'appelle Abdel Fattah, il y a pas mal de freins, tu vois. Et pourtant, Suisse, on dit Suisse, bon salaire et tout, ça peut faire un blocage. Je dis, je ne vais pas me prendre la tête, je suis en Suisse, je gagne bien ma vie, je ne vais pas venir au Maroc me casser la tête. Alors qu'en vérité, finalement… Alors moi, justement, je travaillais, alors après les habits, je me suis lancé alors parallèlement à mon activité sur Amazon, je vendais le poisson. Je vendais le poisson parce que pour moi, vendre de la nourriture, ça ramenait plus d'argent puisque les gens ils en consomment tout le temps. Attends, tu vendais des habits et du poisson? Non, je vendais des habits pendant 3-4 ans, puis j'ai arrêté. Ah d'accord. Puis j'ai pris un local dans une ville qui s'appelle Annemasse, en Haute-Savoie. J'ai pris un local, je l'ai loué. J'ai pris 3 grands 2 et puis un 3e grand fourgon. Et toutes les semaines, je faisais le trajet de la Haute-Savoie jusqu'à Sète, dans le sud de la France. Ah quand même, là, Iber. Ouais, c'était vraiment du travail. Je partais à 8 h du matin, j'arrivais à 13 h à Sète. J'attendais là-bas jusqu'à 15 h. On commençait à la criée à acheter le poisson avec une télécommande. Ensuite, j'achetais mon poisson pendant 3-4 heures. Et après, je devais descendre de l'étage en bas pour tout récupérer. À 19 h, je récupère mon poisson. Je sors de Sète vers Agde. J'achète tout ce qui est poisson bleu, donc sardines, anchois, tout ce qu'on ne trouve pas à la criée. Je prends mes sacs de glace. À 20 h, 20 h 30, j'ai fini ma journée, mais je suis encore dans le sud de la France. Je reprends la route, je fais 500 km à peu près. J'arrive en Haute-Savoie, c'est déjà minuit. Le lendemain, je dois faire le marché. C'était une activité très très hard. Et je faisais ça 2 fois par semaine, le mardi, vendredi. Je me reposais que le lundi. Et oui, en France, il y a des opportunités, mais il faut travailler, quoi. Oui. Donc, parallèlement à ça, je faisais Amazon FBA. Parce qu'Amazon FBA, ça ne me rapportait pas beaucoup d'argent. Je vais vous parler de ça. Beaucoup vous font rêver, vous disent qu'avec Amazon FBA, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Oui, mais à un certain… La dépendance financière, on entend. L'indépendance financière. Ouais. Avec Amazon. Est-ce qu'on peut ou pas? Brise-nous le mythe. Alors, moi, je vais te parler d'Amazon FBA. Je vends un livre sur Amazon FBA. D'accord. On peut peut-être l'afficher sur l'écran. Oui, je le mettrai. Ou dans la description. Ce livre-là, je le vends à 69 €. Sur les 69 €, et on va commencer par ça. Vous allez me dire, ah, tu gagnes beaucoup avec ton livre. Et ça, c'est un exemple que vous pouvez appliquer sur vos produits que vous vendez sur Amazon. On dira, Lucie veut nous arnaquer, ça y est, il commence. Voilà. Il commence à nous arnaquer, les gars. Il commence, il veut nous carotter. Sur les 69 €, moi, il me verse 31,90 €. Ils sont partis où le reste? Ah ouais, quand même. Ouais, beaucoup. Tu sais, ça fait beaucoup de pertes quand même. Ça fait 40% là, plus, non? Au plus, parce que déjà sur les 69, tu vas enlever 20% de TVA française. Ouais. Ensuite, eux, ils commencent, ils vont t'imprimer le livre, tu sais, comment dire… ceux qui s'occupent de l'impression, de la gestion, la logistique, quoi, toute logistique. Toute la logistique, mais déjà, c'est eux qui vont te rassembler le livre déjà, puis l'envoyer chez le client. Toi, vraiment, tu leur envoies un truc PDF et puis c'est eux qui font tout. Ouais. Mais bon, ils prennent beaucoup quand même. Ils prennent beaucoup et ça, c'est un exemple que tu peux appliquer sur tous tes produits sur Amazon. Si tu vends… Moi, je vais vous résumer Amazon FBA en 1 minute, même pas. Tu sais que je connais pas, moi, là, ce que tu me dis, tu m'apprends, là. Ah, tu veux que je te parle un peu d'Amazon FBA? Ouais, vas-y. Voilà, vu qu'on a parlé du livre. Alors, Amazon FBA, tu as plusieurs façons de vendre sur Amazon. C'est soit tu vends FBM, soit tu vends FBA, soit tu vends retail arbitrage, soit tu vends de différentes façons. FBM, c'est Fulfillment by Merchant, c'est-à-dire c'est toi, quand la commande elle passe, tu vas à la poste, tu déposes le produit, tu l'envoies chez le client. FBA, c'est Amazon qui fait. Fulfillment by Amazon, c'est eux qui envoient tes produits. Tu as une autre façon de faire, c'est le retail arbitrage, tu vas dans les magasins, tu as des applications pour scanner les produits, tu sais, sur leur code barre, tu regardes combien ça coûte chez Amazon, des fois tu vas trouver des promos au magasin, tu prends toute la promo, tu la renvoies toi sur Amazon, tu la revends et tu gagnes la différence. Ça aussi c'est une façon de faire Amazon FBA. Enfin, ouais, ça dans ce cas-là c'est pas FBA, c'est FBM parce que c'est toi qui envoies les produits. Ou quoique tu peux les stocker chez eux. Bref, tu as plusieurs façons de faire. Et Amazon c'est quoi? La plupart partent dans la niche de FBA puisque c'est Amazon qui gère donc la logistique, l'envoi, etc. Toi ce que tu as à faire,
c'est d'aller trouver des fournisseurs. Par exemple, tu peux aller sur un site qui s'appelle alibaba.com, qui est très connu, ou AliExpress, ou Digistore, tu en as plein des sites comme ça. Tu vas peut-être te servir des outils Jungle Scout et Yomdi, qu'on disait tout à l'heure, je ne leur fais pas la publicité, hein. C'est leur Pulse d'ailleurs, c'est un des logiciels qui est créé par Jawad, un pote à moi de Rabat. Et je fais la pub à personne ici, hein. C'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin de ces outils ou pas. Du coup, tu vas peut-être utiliser ces outils ou pas pour trouver un bon produit. Pour trouver le produit qui marche, tu peux marquer carrément dans Amazon meilleure vente Amazon directement sur leur site. Tu vas voir par catégorie le classement. Tu vas trouver les produits qui sont bien vendus. Et puis toi, par la suite, ce que tu fais, tu vas venir avec un produit similaire mais amélioré. Le mieux, c'est de faire un bundle. Un bundle, c'est un ensemble de produits. Si par exemple, moi, je vends ce ballon qu'on a là dans le jardin, et qui marche très très bien sur Amazon. Si je trouve le fournisseur de ce ballon, je le source, je l'envoie chez Amazon et j'essaie de te concurrencer, je n'aurai peut-être aucune chance de te rattraper parce que tu es déjà très très loin. Ce qu'il faudra faire, c'est de vendre ce ballon, par exemple avec des protèges tibia ou avec des chaussettes ou quelque chose, faire un bundle dans un carton, ce carton-là, mettre ton logo dessus, c'est ce qu'on appelle le private label, vendre sous sa propre marque. Et puis comme ça, quand il va être affiché à côté de ton concurrent, les gens ils vont se dire celui-là c'est un produit différent. Pourtant c'est le même. C'est juste qu'il y a un nom de marque différent, un design différent. Donc c'est ça qu'ils font 99% des vendeurs sur Amazon. Ils arrivent avec une plus-value, ils essaient de changer le package et de proposer un produit qui serait quasiment le même parce qu'ils se sourcent tous de chez les Chinois sur Alibaba. Mais à chaque fois ils essaient d'apporter une plus-value. Donc tu vas aller sur Alibaba, tu vas trouver des fournisseurs, tu vas acheter ce produit, et tu vas l'envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon. Avant de l'envoyer, tu peux faire une inspection. C'est ce que j'explique dans le livre. Hein. Tout ce que je vous dis, je l'explique dans le livre. Depuis le choix de la niche, en passant par les fournisseurs. Une fois que tu as trouvé le fournisseur, tu vas prendre le produit. Tu vas lui faire une inspection sur place. Il y a des sociétés d'inspection en Chine qui font ça pour pouvoir éliminer toutes les unités qui ne vont pas. Parce que toi, ton produit, tu ne vas plus le revoir par la suite. Il va partir directement chez Amazon. Et pour éviter les retours des clients, et avoir une mauvaise note sur Amazon qui risque de te bloquer ton listing, ce que tu fais une inspection sur place directement en Chine. Du coup, ça met en garde ton fournisseur sur le fait qu'il faut qu'il te fasse quelque chose de propre déjà. Donc, une fois que tu l'as envoyé chez Amazon, ce que tu fais par la suite, c'est que tu vas créer un listing, c'est la description, la fiche de description que tu trouves à côté des produits. Tu vas prendre des photos. Les photos, tu peux par exemple envoyer un échantillon chez toi et prendre des photos à l'extérieur avec un mannequin européen si tu ne veux pas utiliser des Chinois pour que tu passes pour un produit local. Il y en a beaucoup qui le font, tu vois. Ouais. Et puis après, une fois que tu as fait tout ça, tu vas rencontrer une mauvaise surprise. C'est que ton produit n'existe nulle part en fait. Tu seras peut-être à la 10e page d'Amazon, tu ne fais pas de vente et tu fais comment? Parce que tous ceux qui vous vendent des formations, ils vous montrent jusqu'à ce point-là. Mais ils ne vous montrent pas la suite. Et c'est la suite qui est importante. Pourquoi ils ne montrent pas la suite? La concrétisation. Pourquoi ils ne montrent pas la suite? Ils ne montrent pas la suite ou parce qu'ils ne veulent pas créer de nouveaux concurrents? Ils ne montrent pas la suite parce qu'ils ne connaissent pas la solution de la suite eux-mêmes déjà. Ah, mais comment ils ont fait pour vendre alors dans ce cas-là? Parce qu'ils vendent des formations. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent sur Amazon. Pour réussir sur Amazon, je vais te le résumer. C'est soit toi, tu es une grosse société, tu t'appelles Nike, tu t'appelles Adidas, etc. Tu es déjà connu. Tu arrives sur Amazon, tu déposes tes produits, tout le monde te les achète. Adidas, ils n'ont pas besoin de faire de la publicité ou quoi que ce soit. Soit tu es quelqu'un, tu es monsieur X, personne ne te connaît, ton produit arrive sur Amazon, ce que tu devras faire, alors là c'est inévitable, si tu ne fais pas ce que je vous montre dans le livre, je ne vous dis pas ça pour l'acheter, je m'en fous. Hein. Moi je suis dans l'immobilier maintenant. Je n'ai pas de pourcentage sur les livres les gars. Achetez-le si vous voulez. Moi j'avais une chaîne sur Amazon, je l'ai fermée, le frère Wabi, c'est là où il m'a croisé justement, je l'ai fermée pour me concentrer sur l'immobilier. On va parler d'ailleurs de l'immobilier après. On va parler de l'immobilier par la suite. Donc si vous ne faites pas les étapes que je vous dis dans le livre de faire, ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter de la publicité Amazon. Payment per click. Paiement par clic. C'est-à-dire que Amazon va afficher ton produit en sponsoring tout en haut de la première page. Quand quelqu'un vient et clique sur ton lien, Amazon va prendre une commission sur le mot-clé sur lequel tu es placé. Le problème dans ça, c'est que les mots-clés sont très chers. Prenez un exemple d'un produit qui est très connu sur Amazon qui s'appelle correcteur de posture. C'est une ceinture toute petite que les vendeurs aiment bien sourcer parce que ça ne coûte pas cher pour la sourcer. Tu peux l'avoir dans un petit box comme ça et tu peux la vendre à 30 balles alors qu'elle te revient à 4 balles. Tu vois, il y a une grande différence. Ça, c'est le produit, Masha'Allah, tout le monde le veut.
Sauf que ce produit-là est très concurrentiel, tu vois. Et souvent, quand tu vas le sourcer ou sourcer des choses similaires, tu n'arriveras pas à les vendre. Et bien, ce produit-là, pour sa publicité, le mot-clé principal, correcteur de posture, il coûte jusqu'à 7,50 € le clic. C'est-à-dire que toi, si Amazon te place sur ce mot-clé correcteur de posture, tout en haut, si quelqu'un il clique sur ton produit, il rentre sur ta fiche produit, 7,50 est parti. Même sans vendre. De ton budget publicité. De ton budget publicitaire. Mais tu te rends compte combien ça te prend. C'est énorme. Ça, c'est un exemple, tu vois, un exemple un peu hard. Tu vois, tu as des choses, tu as des mots-clés qui coûtent un petit peu moins cher, entre 2, 3, 1,50, ça dépend. Ça dépend de ta niche. Mais en général, quand ça coûte moins cher, ce n'est pas un produit qui est très demandé aussi. Donc, ça vous montre la tension qu'il y a sur Amazon et que le client achète ou pas. Je ne sais pas si tu te rends compte. Juste le clic. Et ça, c'est énorme. Et du coup, ce qu'il faut faire, et sans parler des fournisseurs chinois qui te vendent à toi et qui eux-mêmes envoient ces produits sur Amazon. Et vu que c'est le fournisseur, lui, il les fait moins cher. Tu ne peux pas le concurrencer. Sans parler de Amazon eux-mêmes qui se placent sur certains listings et qu'il faudra éviter. Parce que Amazon, quand ils arrivent sur un listing, ils cassent tous les prix. Tu vois? Et ce sujet-là est très vaste. Si tu veux, je peux te parler de ça pendant 1 heure. Non, tu as le livre. Justement, voilà. Moi, je conseille aux gens de voir le livre. Et donc, la dernière chose que moi, je recommande dans le livre, c'est d'avoir un terrain, une communauté qui t'attend avant de sortir ton produit. Le résumé du livre, c'est de créer une communauté comme toi, tu as, frère Wabi. Ces gens-là, quand toi, tu prépares ton produit déjà en cours de préparation, tu vas arriver, tu vas leur dire, écoutez, ce produit-là, je vais choisir cette couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je change ça? Est-ce que je fais ça? Et eux, t'accompagnent durant tout le processus. Et quand ton produit est enfin prêt, tu vas lui faire un lancement, un super lancement, en donnant à ces gens un avantage, moins 50% par exemple, et en leur demandant de te laisser un commentaire. Parce que sur Amazon, les produits qui ont beaucoup de reviews, c'est ceux qui marchent bien. Tu vois. Et ça va faire que toi, tu vas devenir Adidas et Nike. Parce que cette fois-ci, tu as des gens qui attendent ton produit. Très bien. Voilà, le résumé du livre, c'est ça. C'est de créer une communauté. Je montre comment la créer. Et puis d'aller avec les reviews, etc. Un petit mot de la fin par rapport à ça, avant qu'on passe à autre sujet. Est-ce qu'on peut encore gagner notre vie avec Amazon ou pas, concrètement? Oui, même dans 10 ans, tu peux encore gagner ta vie sur Amazon. Amazon, c'est de la carotte quand on te vend des formations et qu'on te dit que tu vas devenir riche avec ça. Si tu veux gagner ta vie sur Amazon, évite tous les produits chinois. Tous les produits chinois, tu les évites, tu les mets à la poubelle. Pourquoi? Qualité? C'est pas qualitatif? C'est pas que c'est pas qualitatif. C'est qualitatif pour certains produits. Mais tu vas faire comment pour faire réussir un produit chinois, mis à part si tu as une grosse communauté derrière? C'est difficile. Tu as de la concurrence déloyale. Eux, ce qu'ils font, ils vont sur des sites de lancement de produits, comme par exemple Viral Lunch. Tu en as d'autres sites comme ça. Moi, je les ai oubliés parce que je ne les utilise pas du tout. Ils achètent et vendent et proposent leurs produits à 100% gratuit contre un commentaire. Et ça, c'est contre les TOS d'Amazon, contre les Terms of Service de Amazon. Et du coup, ils récupèrent plein de commentaires et ils jettent plein de produits pour récupérer les commentaires et ils se placent et après, ils mettent de la pub payante. Et frère, c'est difficile de les concurrencer. C'est eux qui ont cassé Amazon. Et toi, malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, tu as réussi à générer un certain... Oui, parce que moi, je ne suis pas dans une niche. Alors, je ne dévoile pas ma niche, moi, ici. Parce que ça, il n'y a aucun vendeur Amazon qui le dévoile. Moi, je suis dans une niche qui n'est pas une niche chinoise. Moi, je conseille aux gens de voir... Moi, par exemple, là, je suis au Maroc. Ouais. Au Maroc, il y a des choses qui sont bien, que les Chinois ne font pas. Par exemple, l'artisanat. L'artisanat, tu peux trouver des bons produits d'artisanat. Si tu leur fais un bon marketing derrière, tu crées aussi ton propre site internet. Tu essaies de retargeter les gens qui t'ont acheté sur Amazon, que tu ne peux pas contacter sur Amazon parce qu'Amazon te l'interdit. Tu peux leur mettre un QR code, par exemple, dans la boîte du produit, où tu leur dis, écoutez, je vous vends ce produit, si vous voulez voir comment on l'utilise, scannez ce QR code, ça va vous ramener vers mon site internet où je vous aurai mis plusieurs vidéos, tu vois, par exemple, là, de quelqu'un. Là, tu as élaboré toute une stratégie marketing. C'est ce que je montre dans le livre. C'est bien, c'est le plus important en vérité, en fait, la stratégie marketing. Okay. Si tu fais ça, si toi, par exemple, tu vends ce correcteur de posture qu'on disait tout à l'heure qui est concurrentiel, et moi, allez, j'insiste, je veux le vendre. Moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais pris, je serais parti dans une salle de sport, j'aurais pris quelqu'un, masha'Allah et tout, balèze, je lui aurais dit, écoute, est-ce que tu es prêt? Moi, je te paye, tu vas faire 3-4 vidéos en utilisant ce produit, tu vois. Et puis après, je vais prendre ces vidéos-là, je vais les mettre sur ce site que je te dis. Quand les gens vont scanner, arriver sur ce site, ils vont voir tout
comment dire, des visuels qui vont leur montrer comment utiliser le produit. Et du coup, eux derrière, si tu les as accompagnés autant, et sur ce site-là, tu as réussi à mettre un lead magnet qui te fait récupérer leur email personnel directement, parce que ça, tu ne vas pas l'avoir sur Amazon, ça va te permettre deux choses. La première, c'est que tu vas pouvoir leur demander ce fameux commentaire en douceur. Ils vont te le donner, parce que tellement tu les as gâtés, ils vont te le donner, ce commentaire. Et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de revendre à un client qui t'a déjà acheté que d'aller chercher à chaque fois des nouveaux clients. Tu fidélises la clientèle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous montre dans le livre. C'est toutes ces choses-là à la fois en fait. Au pire, s'ils n'ont pas compris, il y a le livre. Il y a le livre, je ne gagne pas toutes les 69 €. Hein. Ça n'a rien d'être jaloux. Hein. Mais même si tu gagnes, Alhamdoulilah, il y a ce complexe aussi. Voilà, il me verse 31 et après j'ai Non mais même si tu gagnes le fisc français sur le dos. Il y a ce petit complexe avec l'argent qui fait que non mais je vais acheter pas à lui parce qu'il va gagner, je préfère acheter là-bas. Surtout en France. En France. En Suisse, il n'y a pas ça. En Hollande, il n'y a pas ça. En Allemagne, il n'y a pas ça. Je sais pas, les Français. Tu l'as ressenti toi aussi en France? Les Français, en frère, tu arrives avec une belle BM, tu as réussi dans ta vie, ils ne l'acceptent pas. Je ne sais pas pourquoi. En Suisse, ils s'en foutent complètement. Alhamdoulilah, khair, Inch'Allah. On va rebondir. On va repartir vite fait par rapport à on était à ta situation en France, alhamdoulilah, t'es parti. Est-ce que tu as rencontré des obstacles lorsque tu as pris la décision de quitter la France? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Alors, donc c'est dans la continuité de l'expatriation. Voilà. Alors, il y a un frère qui m'a contacté sur un groupe parce qu'il a vu ma chaîne YouTube. Il m'a dit, frère, je veux faire agent immobilier, moi aussi au Maroc. S'il te plaît, donne-moi tous les tips. Est-ce que tu demandes une commission au client? Est-ce que tu demandes une commission au promoteur? Où tu trouves les promoteurs? Il voulait tout savoir sur un plat comme ça. Et je lui ai donné plein d'informations. Il voulait pas les clés de chez toi aussi? Non, non mais je te jure, je lui ai donné plein d'informations. Et je lui ai dit, écoute, voilà, tu fais ça, 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 ça. Après, il m'a dit, est-ce que tu gagnes bien dans ça? Je lui ai dit, frère, astaghfirullah, moi j'étais en Suisse, tu vois. Je travaillais dans un magasin en Suisse. C'est pour ça que je t'ai parlé du poisson, etc. Après, je suis rentré en tant que chef poissonnier. Et là-bas, pour ceux qui connaissent la Suisse, hein, être chef poissonnier dans un grand magasin en Suisse, tu peux gagner jusqu'à 7 000, 8 000 francs par mois. Un euro, ça fait? En euros, le franc est plus cher que l'euro. 1 000 francs, ça fait 1 015 €. 1000 francs suisses, ça fait entre 1015 et 1020 €. Un petit chouïa plus que l'euro. En ce moment, je te parle, hein, après le change. Donc moi, je gagnais très très bien ma vie. J'étais à 6 000 balles et quelques. J'ai 3 enfants, ils me donnaient 400 francs par enfant par mois, donc ça fait 1200. J'ai dépassé les 7000. Je ne suis pas venu au Maroc pour gagner plus. Je suis venu au Maroc. Maintenant, on va parler de ça vite fait avant de te répondre à ta question. Parce que j'ai des enfants qui sont petits. À la maison, on leur parle qu'en français. J'arrive pas à leur parler en arabe. Moi, je suis rif et je suis marocain. Je suis rif et je parle l'arabe aussi. Et je parle l'arabe littéraire couramment parce que je t'ai dit, je suis resté ici jusqu'à 17 ans. Mais j'arrive pas à leur parler une autre langue qu'en français. Tu vois, parce qu'ils sont encore petits. C'est pas facile, tu as l'habitude, c'est la facilité et tout. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de facilité en français. Hein. J'ai pas un français très très poussé, hein, tu sais. Tu te débrouilles bien quand même depuis tout à l'heure. Mais je parle en arabe beaucoup mieux qu'en français, tu vois. Donc je me suis dit, ces enfants-là, si je ne les ramène pas au bled pendant un certain temps, ils ne vont jamais apprendre la langue arabe, le littéraire surtout, ils ne vont jamais apprendre le Coran, ils ne vont jamais apprendre la culture marocaine. Et moi, je veux qu'ils aient cette double culture. Ici, ils sont dans une école très bien réputée. Alors pour ceux qui me demandent les écoles de Tanger, je reçois pas mal de questions dans ce sens. Il y a pas mal d'écoles. Moi, mes enfants, je les ai mis à Tangérine, pour ceux qui connaissent Tangérine. Donc, ils ont 50% en français pour le programme et 50% en arabe. Moi, je ne veux pas qu'ils perdent leur culture française. Et moi, je ne crache pas sur la France. Voilà, la France, alhamdoulilah, elle m'a donné beaucoup de choses. Non, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Le peuple français, c'est un peuple bien. Il y a des Français qui sont bien. Mais après, la classe politique en France, on la connaît, on sait tous les problèmes qu'il y a là-bas. Donc moi, je ne crache pas sur la France et je veux que mes enfants ils gardent cette double culture marocaine-française. Donc je les ai ramenés ici parce que ici, quand tu as le français, c'est magnifique. Quand tu viens des Pays-Bas, quand tu viens d'Allemagne, c'est compliqué, c'est la vérité. Mais moi, dans mon cas, moi, il n'y a aucun problème. Ils parlent tous français ici, alhamdoulilah. Donc je les ai ramenés, je suis venu presque exclusivement pour mes enfants. C'est pour mes enfants que j'ai fait ce pas-là. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu laisses quelque chose pour lui et ton intention est bonne, t'en remplace, te donne plein de choses. Et moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours été
Tu vois, je me débrouille dans ma vie. Même si je ferme cette chaîne YouTube d'immobilier, même si j'arrête l'immobilier, je vais pouvoir faire autre chose. Ouais, c'est clair. Alhamdulillah, tu vois, j'ai pas peur de risque, je bouge dans la vie et alhamdulillah, Allah il me facilite. Donc c'est pour ça que je suis venu. Tu voulais qu'on parle des obstacles? Les obstacles que tu as eu avant de partir, ouais. Est-ce que tu as eu des obstacles pour partir déjà? Et après, Inch'Allah, tu me diras les avantages et les inconvénients qu'on peut trouver aussi, pour pas vendre du rêve non plus, tu vois. Les obstacles que vous allez rencontrer pour partir, c'est vos familles. Ils vont vous dire, mais toi, t'es fou, mais tu fais quoi? Tu vas manger quoi là-bas? C'est la haise. Les gens ils meurent dans la mer pour venir en France, en Europe, toi tu pars de l'autre côté. Tu pars dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, vous allez entendre ça. Ça, c'est la première chose. Alors moi, ce que j'ai fait, je ne l'ai dit à personne. On est venu ici, on a décidé de rester, on est resté, alhamdoulilah, sans le dire à qui que ce soit. Et quand c'était septembre, vous faites quoi là-bas? Vous n'êtes pas revenus? Il y avait mes parents encore ici, il y avait mes frères et tout, ils sont tous repartis. J'ai dit, moi, je viens après, je reste encore une petite semaine de plus. Et après, le mec, il n'est jamais revenu, quoi. Et voilà, on a pris la décision de rester. Ah, en fait, quoi. Mais après, il s'habitue, tu vois, avec le temps. Ça fait combien de temps là que tu es là, tu m'as dit? Moi, depuis septembre. D'accord. Et si tu regardes ma chaîne YouTube, elle est tout récente, toi. Toute récente, ouais. Ça fait à peine 3 mois. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo que j'ai commencé ce business, alhamdoulilah, j'ai déjà vendu des appartements, j'ai tellement de demandes, alhamdoulilah, parce que les gens en fait ils veulent quelqu'un qui a cette double culture, qui vient de là-bas, donc qui est sérieux, tu vois, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de sérieux, si tu veux on peut parler de ça. Et moi ce que j'essaie de faire c'est, tu peux le remarquer dans mes vidéos, quand je leur montre des biens immobiliers, j'essaie de montrer ce qu'il y a autour, les avantages, les inconvénients, s'il y a de l'humidité dans un appartement, s'il y a de dirt, il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de vice caché, tu préfères tout dire. Pas de vice caché. Il y a un minimum de crainte d'Allah, tu sais que. Voilà. Pas de baraka, et puis pourquoi je vais déplacer quelqu'un de France jusqu'ici pour tu vois, rencontrer une mauvaise surprise? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je montre tout. Après, tu achètes pas, c'est Allah qui donne le risque. C'est destiné, c'est pas destiné malish, tu vois. Moi je fais comme ça. Et du coup, bah, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, le fait que j'ai cette double culture, que je sois franco-marocain, que je sois ici, ça aide beaucoup de gens, tu vois, à passer par moi. Parce qu'ils ne font pas confiance à ces gens, à ces promoteurs d'ici qui essaient juste de vendre. Ils ne sont pas tous mauvais, hein, on ne peut pas généraliser, mais voilà. Et après, maintenant, on peut parler si tu veux, des inconvénients. Les inconvénients que les gens peuvent rencontrer en venant ici, qui ne sont pas forcément mis en avant. C'est intéressant. Alors déjà, si vous ne parlez pas le dialecte marocain, si vous ne parlez pas l'arabe, etc., ça va être compliqué déjà de s'entendre avec les gens d'ici. La mentalité est différente. Moi, je parle l'accent tangérois direct, tu vois, parce que j'ai grandi ici. Moi, quand je suis dans la rue, ils ne savent pas que je viens de France. Donc pour moi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis la mentalité, je suis habitué, parce que j'ai grandi ici. Je sais comment dealer avec eux. Et alors les obstacles que vous pouvez rencontrer, donc ça c'est un. Le premier c'est la langue, est-ce que vous parlez le dialecte marocain ou pas? Je parle bien du dialecte marocain. Après si vous parlez français, hein, ça passe, mais si vous voulez faire du business ici, ça peut toujours être un plus de parler le dialecte. Le gros inconvénient, alors mon Dieu, le gros inconvénient des Marocains, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sérieux ici. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sérieux. Moi je le dis devant tout le monde. Ici la parole, elle n'est pas respectée. C'est très très rare que tu trouves quelqu'un qui... Parce que moi, j'essaie d'être sérieux avec les gens qui me suivent. Mais des fois, quand je leur dis, demain, je vous filme cet appartement, des fois, j'arrive pas à tenir ma parole avec eux. Parce que celui qui doit me recevoir, il ne vient pas. T'imagines que là, je devais vendre un appartement à 150 000 dirhams, à peu près 93 000 euros. Je connais le propriétaire, il est chez lui, il a la clé, il veut vendre, il a besoin d'argent. Pendant 5 jours, j'ai couru derrière lui, il ne m'a jamais ouvert la porte, jusqu'à ce que le monsieur achète ailleurs. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu donnes une raison? Tu penses peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a le deal que vous avez eu finalement ça ne lui plaisait pas, il doit avoir peut-être une raison derrière, non? Il y a plusieurs raisons. Des fois ils vont mettre leurs biens à vendre, après ils voient qu'il y a de la demande et ils se disent ah peut-être je me suis fait avoir, attends. Ça c'est une raison. Deuxième raison c'est le ramadan, il ne veut pas se lever, il ne veut pas venir, il se dit ah, après je laisse après, tu vois. Je sais pas moi, je ne peux pas rentrer dans leur tête, mais en tout cas c'est, tu vois c'est...
C'est difficile. Ça, La c'est parole frustrant. ici, subhanallah, c'est catastrophique. La ponctualité aussi, à ce qui paraît, ils sont très ponctuels ici, machallah. Moi, tu m'as donné rendez-vous à quelle heure? 10 heures. C'est qui était là en premier? C'est toi. J'étais là avant toi ou pas? C'est toi. Ah, dis-le devant la Ouais, caméra. il était là avant, il m'a appelé. Arrête, t'es où? J'ai dit, arrive, GPS, 3 minutes. Moi, j'essaie d'être ponctuel, tu Allah vois. mabarak, Mais je te machallah. dis, des fois, j'arrive pas avec les gens d'ici. Donc ça, je l'avais remarqué aussi, même par rapport au business qu'on devait faire avant. Et j'ai vu ton sérieux et tout. C'est pour ça que ça m'a poussé à vouloir continuer avec toi, je vais pas te mentir. J'ai vu que c'était carré, quoi. Allah mabarak. Voilà, parce que moi, je voulais partir dans cette niche-là de confection. C'est comme ça que tu m'as rencontré. Et je t'ai fait les échantillons, je te les ai envoyés par la poste. Tu m'as envoyé une sœur on travaille Inch'Allah. toujours avec. Mais comme je t'ai dit, pour la confection, moi, je laisse ma femme s'occuper de ça. Parce que moi, je veux me concentrer que sur l'immobilier. Et donc, la ponctualité au Maroc, malheureusement, zéro. Zéro, zéro. Alhamdulillah, au moins, on le sait. Ah, voilà. Après, le sérieux au travail. Je vais te donner un exemple, tu te bases dessus pour tous les autres exemples. Là, nous sommes à Puerta del Mar. J'ai réussi, alhamdoulilah, à faire l'intermédiaire entre un frère qui a acheté de France et le promoteur pour un appartement ici, dans lequel on est rentré tout à l'heure. Et le frère qui a acheté l'appartement a voulu installer des clims, tu vois. Les khaddam, ils arrivent, ils commencent à installer la clim. Ils ont troué pour mettre un support. Ils ont troué tu sais, une canalisation d'eau qui descend de la terrasse, de Stah. Waouh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'ils l'ont troué. Nous, on n'a pas vu, tu vois, on leur a fait confiance, on les a laissés travailler. Il a déposé le support, il a caché le truc avec du ciment, il a posé le... Elle a posé sur la canalisation? Sur la canalisation trouée. La hawla wala. Il est parti. Ça c'est sérieux. Tu sais ce qui s'est passé après par la suite? Heureusement que le frère, il m'a laissé les clés, parce que lui, il est en France. Et il m'a laissé les clés parce qu'on avait cet objectif plus tard de faire de la conciergerie, de faire du Airbnb, de faire plein de choses. Il m'a dit, tiens, je te laisse les clés, je vais juste finir de meubler. On va recevoir encore des meubles, des choses comme ça. Et après, il va le mettre tu vois, en location et moi, je m'occupe de ça. C'est un des services que je propose aussi. Très bien. Et pendant que j'avais la clé, il y a quelqu'un de sa famille qui voulait passer par Tanger. Il lui a dit, vas-y, Abdel Fattah, il va te donner la clé, tu dors là-bas pendant 1 ou 2 jours. Je suis venu, je lui ai donné la clé pour qu'il vienne ici. Il est venu, il a trouvé un dégât des eaux mais énorme. Il pleuvait la semaine dernière et du coup l'eau est rentrée dans les murs, ça a tout abîmé. Et là, je me dis une chose, moi dans ma tête j'essaie de me mettre à la place de l'autre qui a mis, tu vois, cette clim là. Si ce monsieur m'avait pas laissé sa clé et qui était parti en France et qui revient jusqu'à l'été par exemple, et tout l'hiver, il pleut, ça se remplit. Son appartement, il va être comment après? Subhanallah. Pourquoi ils ne réfléchissent pas comme ça? Tu as fait un problème, c'est pas grave. Tu avoues, tu dis j'ai fait une connerie, on va acheter ce qu'il faut, on va réparer, après tu vois. Donc la solution à ce problème, c'est de rester derrière et de tout le temps être en train de surveiller. Tout le temps. Il n'y a pas de Surveiller. solution, vous ne pouvez pas changer les Marocains. Il n'y a rien à faire. Il faut surveiller Il faut surveiller. Et dans tout ce que je propose dans l'immobilier, alors, moi je vais bientôt ouvrir une société de rénovation. Donc après le Ramadan, Inch'Allah. Construction et rénovation ou uniquement rénovation? Construction, c'est déjà en cours. D'accord. C'est déjà en cours. Pour ceux qui achètent des parcelles, etc., on leur construit ici. Après, ça va être rénovation pour ceux qui ont des appartements qui veulent les rénover, parce qu'à Tanger, des appartements, il y en a beaucoup, mais des mauvais appartements, surtout au niveau de la finition, des vieilles finitions, il y en a plus. Encore plus. Encore plus. Du coup, ce qu'on va faire, on essaie de rénover un peu Tanger. Donc, pour tous ceux qui ont des appartements sur Tanger, Tétouan, Asséla, donc dans le périmètre, là, on peut intervenir, on peut vous rénover vos appartements, soit pour les revendre après avec une plus-value, soit pour les mettre en location, ou soit juste pour vous, voilà, rafraîchir un peu vos appartements, vos maisons, etc. De toute façon, en description de la vidéo, il y aura tous les coordonnées du frère, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pourquoi je te parlais de ça? Par rapport aux du avantages et service. les inconvénients qu'on trouve ici. Par rapport à ton conciergerie que tu faisais, la clim et tout ça qu'il est venu installer, il a fait l'arrache. Voilà, donc il n'y a rien à faire. Il faut être derrière ces gens. Donc ça, c'est partie des inconvénients. Le fait de... Ça fait partie des inconvénients. Donc nous, pour ces services qu'on vous propose, justement, on est derrière. C'est nous qui s'occupons de tout. Et voilà, donc ça, c'est un gros inconvénient qu'on a au Maroc. Après, les autres inconvénients, plein de choses. Le système de santé.
Moi, l'autre fois, je sortais de mon garage, j'ai tapé ma tête contre le garage, ça s'est ouvert un petit peu ici. J'ai payé 2500 dirhams, plus ça, je donne en même temps les tarifs, comme ça les gens ils savent à peu près combien ça coûte. J'ai fait ça à la clinique d'Ibiri. J'ai payé 2500 dirhams, plus 500 dirhams pour les médicaments. Ça m'a coûté 3000 dirhams pour une petite ouverture comme ça. Et le mec, il a pris 30 minutes avec moi, quoi. Donc ça, c'est un budget qu'il faut prévoir si jamais vous habitez au Maroc, ou sinon avoir une mutuelle. Pour le moment, moi, j'ai pas de mutuelle parce que j'ai la société dans l'immobilier que j'ai créée et qui est toujours en cours. Et c'est encore ça, c'est un autre inconvénient quand on parle de ça. Alors, l'administration, ça prend du temps. Donc une fois que c'est fini, bah, je serai affilié à la CNRSS. Comment ça s'appelle leur truc là au Maroc? Franchement, j'ai oublié. Bref, c'est l'assurance santé au Maroc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir aussi, la santé. Après, bon. La conduite au Maroc, à Tanger surtout, pour ceux qui ne sont pas habitués, les ronds-points ici, the roundabout problem of Tangier, ça c'est un problème, ça c'est un vrai problème. Les routes ici ne sont pas de bonne qualité, elles sont très restreintes. Tanger c'est une vieille ville, donc à l'époque ils construisaient, ils ne pensaient pas trop aux voitures. Maintenant dans les nouveaux lotissements on essaie d'élargir un peu, mais tous ceux qui habitent dans les vieux quartiers de Tanger, c'est difficile de conduire là-bas, de se garer, etc. La conduite au Maroc, surtout là pendant le ramadan, oh là là, c'est catastrophique. Tous les jours, je vois des accidents. Malheureusement, ils s'insultent beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup d'inconvénients. Il faut le dire aux gens, il y a beaucoup d'inconvénients au Maroc. Ah, mais après, il y a beaucoup d'avantages aussi. Ce que j'allais dire. Il y a des inconvénients quand tu entends, tu dis oh là là, le Maroc, on va laisser tomber, on va mettre de côté. Mais pourquoi tu es venu vivre alors là? Parce que les avantages. J'imagine qu'il prime sur les inconvénients. Il prime pour moi sur les inconvénients. Par rapport à ce que tu recherches. Ça, c'est sûr. Et comme il m'a dit un ancien ici, mets la balance. Tu vois, tu vas jamais tout gagner. Tu vas jamais tout gagner. Il y a des choses que tu vas perdre. Alors, en France, tu as tout. Tu as la modernité, tu as le calme, tout est carré. En Suisse, encore plus, tout est carré, tout est. Tu vois. Mais ici, ce n'est pas le cas. Par contre, ici, il y a des avantages. Le premier avantage que vous allez trouver au Maroc, c'est que tu vas pouvoir élever tes enfants comme tu veux. Tu n'auras pas cette pression sociale. Tu n'auras pas peur qu'on t'enlève tes enfants. C'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Ah, il y en a beaucoup des cas comme ça. Beaucoup des cas comme ça. Je connais un frère converti là-bas en France qui s'appelle Zakaria maintenant. Sa voisine est montée leur dire qu'il tapait leurs enfants alors qu'il n'a jamais touché ses enfants. Elle leur a mis une assistante sociale sur le dos. Le mec était dans la difficulté. Je sais qu'à l'école de ma belle-sœur, ils ont enlevé des enfants l'année dernière à leurs parents, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais juste pour ça, pour moi, le Maroc est irremplaçable. Juste pour ça, moi je veux être tranquille, je ne veux pas cette pression-là. Ils ne s'ingèrent pas dans l'éducation de tes enfants. Ça, c'est l'instruction et l'éducation des enfants. Non. Tu as une certaine liberté quand même. Tu as une certaine liberté. Voilà. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage pour tous ceux qui pensent un peu alors au-delà, qui sont dans le din, qui veulent élever leurs enfants selon tu vois, la tradition, l'islam, etc. Ici, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez même des écoles 100% religieuses. À vous de choisir. Moi, j'ai choisi d'avoir 50-50, tu vois, parce que je veux que mes enfants ils gardent, comme je t'ai dit, la double culture. Mais il y a des enfants, il y a des écoles qui sont 100% religieuses. Mais même si c'est pas 100% comme tu dis, il y a quand même le contexte qui les ramène toujours à leur religion. L'adhan, quand tu entends les salam alaikum sur dans la rue, il n'y a pas de dénigrement au niveau de tes vestimentaires, ni de toi, ni de ton épouse. Tes enfants, ils s'habillent comme ils veulent. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce contexte. Exactement. Moi, je vois ma fille qui a bientôt 6 ans. Comme ça là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, on parle de salam alaikum. Il y a le gardien qui nous dit salam alaikum. Subhanallah. Quand elle commence à manger, ma fille Fatima, elle fait les du'a pour manger, etc. Je lui ai rien appris. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Tu n'es pas en train de faire le pieux là, tu n'es pas en train de faire l'imam. Je sais pas. Alhamdoulilah, j'ai appris pas mal de Coran. Quand j'étais petit, j'étais à la mosquée aussi. Alhamdoulilah, je ne vais pas parler de la religion, ça c'est vraiment pour moi c'est personnel. Mais je connais beaucoup de choses alhamdoulilah dans la religion, que ce soit les hadiths ou plein de choses. Mais je ne l'ai pas appris, parce que tous embobinés dans cette dunya, tu vois. Voilà, on est pris par plein de choses. Mais ça c'est un gros avantage du Maroc, c'est que tes enfants ne vont jamais apprendre ça en France. Tu vois, ils ne vont jamais apprendre ça en France. Après, l'autre avantage du Maroc, la vie est quand même moins chère qu'en France. Après, tu as pour tous les budgets. Hein. Si tu vas ici à Cappuccino, RRS, etc., tu peux boire un jus pour 10 €. Hein. Mais si tu veux vivre
pour moins cher, tu peux vivre pour moins cher tout en achetant des choses tout le temps fraîches. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas, je peux vous donner des exemples. Les pommes de terre coûtent 40 centimes le kilo, les oranges coûtent 40 centimes, 50 centimes le kilo. Si tu veux manger dans un restaurant Shabi, tu peux pour 3 € manger une assiette de pois chiches avec je sais pas moi, une épaule de poulet, avec des frites, avec une limonade, tout ça pour 3 €. Comme tu peux manger pour 50 €. Bien sûr. Donc, tu as de tout au Maroc. Mais en tout cas, le coût de la vie est moins cher. Pour tous ceux qui se demandent combien il nous faut pour vivre au Maroc, alors si tu mets tes enfants dans une école privée, le coût des écoles privées ici, c'est minimum 150 € par enfant par mois. Tu rajoutes la cantine, le transport, etc., tu seras facilement sur 250 €. Moi, pour mes 2 enfants à Tangérine, je paye 4400 dirhams par mois et je les ramène moi en voiture. Ça me coûte 1000 dirhams de gasoil par mois. Donc je suis à peu près à 550, 5500 dirhams. Après, tu prends ça, tu rajoutes l'eau, l'électricité. Si tu loues, bah, moi je ne loue pas ici. Mais si tu as acheté ton bien, toi, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Mais si tu loues, là au Maroc, tu peux facilement être sur 3000 dirhams, 4000 dirhams de location. Donc ça, c'est un budget qu'il faudra rajouter à l'école. Et puis après, bah, tu vas te rapprocher de 1000 €. Peut-être 1500, allez, 1500 € pour un couple avec un enfant. Pour moi, c'est très bien ici au Maroc. Tu vis bien, 1500 €, tu vis bien. Très bien, alhamdoulilah. Tu vis bien, tu peux te permettre des sorties, etc. 1500 €. Tu vois. Après, si tu as encore plus d'enfants, si tu as des dépenses en plus extra, etc., si tu aimes bien sortir, aller tout le temps dehors, manger dehors, il faudra rajouter. Donc, en moyenne, c'est 1500. Très bien. Donc, tu as pas mal d'avantages. Peut-être j'ai oublié d'autres avantages. Bah, le climat. Moi, je suis là depuis septembre. J'ai jamais eu froid. Hein. Je peux même te dire qu'en janvier, il y a des moments où j'étais en t-shirt. Je filmais en t-shirt. Il y a des vidéos à moi sur, tu vois, quand j'ai commencé. Ça aussi, c'est le soleil aussi. C'est vrai que ça joue sur le moral. Psychologiquement, c'est un plus énorme. Le Maroc, c'est un très très beau pays. Le Maroc, c'est un très beau pays. Il y a des choses à améliorer, mais c'est un très beau pays. Tu vois, on a 2 mers. Masha'Allah, là, ici à Tanger, bah, on a le croisement de l'Atlantique avec la Méditerranée. Ça, c'est un avantage. Il y a des villes au Maroc qui sont plus chaudes encore que Tanger. Tu descends en bas vers Agadir, vers Marrakech, etc. C'est encore plus chaud. Donc, alhamdoulilah, tu as ce climat-là au Maroc qui est un grand avantage. Et après, la mentalité des gens, malgré que vous les voyez comme ça, ils n'ont pas de parole, etc., le fond, il est bon. C'est ce que j'allais te dire. Il y a de la chaleur humaine. Voilà, ils sont accueillants, on ressent ça quand même. Malgré, bon, personne n'est parfait, on va dire. Et après, on est habitué aussi, on a une certaine habitude, nous, par rapport à l'Occident, etc. Ça fait qu'on vient aussi. C'est différent, tu t'accommodes un petit peu. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et globalement, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais... Non, en gros, après, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu vois, mais j'ai l'impression... De toute façon, tu reviendras si jamais tu penses à autre chose par rapport aux avantages et les inconvénients. Pas de souci. Bon, tu as déjà parlé un petit peu. J'aimerais que tu viennes un peu plus en détail sur tes activités ici. Qu'est-ce qui te permet de ramener de l'argent? Nous, on va entendre l'argent. Qu'est-ce qui te permet de ramener de l'argent, de vivre ici au Maroc, Inch'Allah? Alors, la première chose, c'est mon business Amazon qui est sur place depuis 7 ans et demi, 8 ans à peu près. Et il te génère un revenu vraiment conséquent qui te permet juste ça? Pas conséquent, mais ça me génère un revenu qui me permet de vivre au Maroc, ça c'est clair et net. C'est ce que je dis à tous ceux qui nous regardent. Pourquoi le business Amazon, ça serait une carotte en fait? Quand tu réfléchis comme ça, tu achètes une marchandise réelle, physique, que tu touches, tu vois. C'est pas du trading, c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est concret Amazon. Tu achètes un produit physique, tu l'envoies dans un endroit où tu seras visible, où tu auras des clients. Le client il commande, on achète tous des choses sur Amazon. Tout à fait. Ça veut dire que Amazon, c'est une réalité. C'est quelque chose de réel qui existe vraiment. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir se placer. Ceux qui vous disent que vous pouvez gagner 10 millions d'euros sur Amazon, peut-être, oui. Mais je ne sais pas. Déjà, si tu gagnes des millions d'euros sur un produit, au bout de 6 mois, ce salaire-là, il ne te restera pas. Parce que tu vas te faire rattraper par d'autres concurrents, oui. par les requins. Tu vois. Mais Amazon, gagner un salaire sur Amazon, tu peux. Si tu as une boutique. Si tu as une boutique qui est bien rankée sur Amazon, qui est en haut des résultats de recherche, où tu as 2-3 produits sur Amazon, ah oui, oui. Des fois, juste ce correcteur de posture là que je t'ai dit, si tu es parmi les 4 premiers vendeurs Amazon sur la marketplace, par exemple, française, tu peux gagner jusqu'à 30 000 € net par mois avec ce seul produit.
Allahu Akbar. Mais il faut y arriver aussi à ça. Il faut y arriver. Donc nous, on va partir sur des produits qui sont plus accessibles. Gagner 2000 euros par mois sur Amazon, c'est quelque chose de vraiment, vraiment faisable. Tu peux le faire sans souci. Mais il faut se donner le temps, il faut avoir une bonne stratégie et il faut avoir un capital. Ce n'est pas avec 500 euros, 1000 euros que tu peux réussir sur Amazon. Justement, plus en détail, tu dis un peu de temps et un capital. Combien de temps à peu près et combien de capital il faudrait là, dans ce cas-là? Alors le temps dépend du capital. Si tu as beaucoup d'oseille, tu arrives, je sais pas moi, tu mets 20 000 euros dans Amazon. Wow, c'est beaucoup plus simple. C'est comme le trading. Moi, qu'Allah me pardonne, j'ai fait du trading. J'ai perdu 25 000 euros dans ça. Et je mets en garde tous ceux qui font du trading parce que c'est haram, déjà. Je vous invite à regarder les vidéos de M. Talal Hlo. Il parle en français aussi. Vous tapez Talal Hlo. C'est un docteur en finance islamique marocain. Masha'Allah, je lui passe salam. S'il regarde ces deux vidéos, je ne pense pas. Mais il parle très bien français, il explique pour le trading. Le trading, c'est si tu veux gagner 1000 euros par jour dans le trading et toi, tu as un capital de 100 000 euros, c'est comme manger des cacahuètes, c'est très facile. Mais gagner 100 euros par jour dans le trading et toi tu as un capital de 100 euros, c'est une mission impossible. Donc ça, tu peux l'appliquer sur Amazon. Si toi tu as 20, 30 000 euros, tu veux ranker, c'est ramener en haut des résultats de recherche. Rank en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, je dis ranker. Excuse-nous de ne pas être anglophone. Oh, mais moi je ne suis pas anglophone. Moi je suis un maghrébien. On est tous dans le bain, on est tous maghrébins, c'est ça qu'on dit en France. Et du coup, je te disais, si tu veux placer en haut des résultats de recherche 2-3 produits sur Amazon et toi tu as 20-30 000, c'est très facile. C'est très facile. Par contre, venir avec un produit, tu as 2 000 euros, 3 000 euros, juste le stock, l'envoi, le shipping, machin, ça t'a pris déjà la moitié de ton capital. Tu arrives comme ça. Tu fais un petit peu de PPC et tu commences à faire des ventes, mais ces ventes-là, ce n'est pas vraiment pour gagner de l'argent, c'est juste pour pouvoir monter un petit chouïa et faire tourner la machine. Toi, tu as besoin de ravitailler ton stock tout de suite. Ah, tu n'as plus de capital. Ah, tu retombes, tu n'es plus en haut, parce que quand tu vends plus… Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'Amazon, je les connais tous. Si tu veux, je peux te faire 1 heure sur Amazon FBA. Mais voilà, c'est le capital qui détermine le temps qu'il te faudra pour réussir. Et puis le produit que tu as choisi. Des fois, tu peux te louper. Quand tu te loupes, il vaut mieux liquider ton stock que d'insister sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a plusieurs paramètres qui vont déterminer ta réussite ou pas. Mais en tout cas, le business Amazon, c'est réel, ça existe. D'accord. Faites attention aux formations. Est-ce que tu as besoin d'ailleurs de prendre une formation? Non. Est-ce que tu as besoin d'acheter mon livre? Non. Tente tout seul. Regarde toutes les vidéos gratuites que tu as sur YouTube. Essaie de te faire une idée sur comment ça marche. Lance-toi avec un produit, toute petite quantité, 1 ou 2 produits. Regarde celui qui marche, abandonne l'autre, prends celui qui marche, essaie de le ravitailler, continue, essaye. Et quand tu donnes les sommes qu'il faut avec lesquelles pour vraiment marcher, est-ce que quand même pour commencer, ou ne serait-ce que pour se former sur le terrain, il faudrait combien? Est-ce que quelqu'un qui a un petit budget, il peut commencer juste pour se former sur le terrain, tu penses? Ou il faut quand même un capital assez conséquent minimum? Moi, franchement, je dis celui qui n'a pas 3 000 euros aujourd'hui, c'est pas la peine qu'il soit sur Amazon. Parce que tu vas… Même avec 1 000 euros, tu peux, mais tu vas devoir acheter des produits qui sont moins chers. Des produits qui se vendent 15 $ à peu près. Les produits de 15 $ sont très compétitifs. Pour gagner ta vie sur Amazon, il faut que tu sois dans une niche où tu vends ton produit entre 25 et 40 euros. Si tu ne vends pas ton produit entre 25 et 40 euros, tu es en train de perdre ton temps sur Amazon. Parce qu'un produit que tu vends, supposons que tu vends un produit à 20 euros sur Amazon. Toi, par exemple, le prix d'achat initial, c'était 3 $. Sur ces 3 $ tu vas rajouter une inspection, tu vas rajouter un design, tu vas rajouter le prix d'un designer sur Fiverr, tu vas payer déjà le design lui-même, tu vas envoyer donc l'inspection qu'on a dit, tu vas payer le shipping, tu vas payer les frais de stockage Amazon, tu vas payer le PPC, tu vas payer. Donc déjà, les 3 $ vont se transformer en 6-7 $. Ton produit te revient à 7 $. Il faut savoir que sur un produit que tu vends à 20 $, Amazon va te prendre entre 7,50 et 9 $ de frais FBA. S'ils te prennent les 9 plus les 7, tu es déjà à combien? Tu es déjà à 16. Il te reste 4. Sur un produit que tu vends à 20 $, il te reste 4 $. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu marges au moins 30-35% sur Amazon pour pouvoir t'en sortir. Parce que sur 4 $,
Amazon, c'est tout déclaré chez eux. Hein. Tu ne fais pas de blague là-bas en France. Ils vont tout envoyer au fisc. Ils vont te tomber dessus par la suite. Tu vas payer encore l'impôt sur la société, tu vas payer plein de choses. Il ne va pas te rester grand-chose. Hein. C'est ça qui fait que certaines personnes ne réussissent pas. Le produit, c'est la clé pour réussir sur Amazon. Et sa gestion, c'est ce qui vient tout de suite après. D'accord. Donc, les revenus Amazon et maintenant dans l'immobilier. Vous me voyez, ça fait que 2 mois que je suis dans l'immobilier. Mais l'immobilier, quand ça paye, ça paye. Alhamdoulilah, j'ai déjà vendu plusieurs appartements. J'ai des terrains juste en face de cette caméra. Là, j'ai des visites là maintenant. Donc, donc pour ceux qui me demandent est-ce que je me lance dans l'immobilier au Maroc, bienvenue à vous, ça marche. Après, c'est à toi de... Parce que moi, j'ai beaucoup de contacts ici parce que j'ai grandi ici. Et j'ai mes techniques pour trouver mes biens, que bien sûr, je ne vais pas dévoiler à tout le monde. Normal. Mais c'est à la bonne façon de faire les choses. Tu peux gagner ta vie dans l'immobilier. Et je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui disent, là, tu vas manger quoi au Maroc, tu vas faire quoi? Vous voyez là, dans ces résidences, peut-être l'appartement moins cher, c'est celui que j'ai vendu moi. Ils ont tous acheté 180, 200 000. Vous voyez par exemple la Tangérine où je mets mes enfants. Tous les matins, les voitures qui se garent là-bas, il faut passer pour un pauvre, je vous le dis. Hein. Donc les Tangérois, il y a de l'argent. Ah, moi je parle de Tanger. Les Marocains, les locaux, tu parles carrément. Voilà, les locaux, ceux qui sont ici, ils ont de l'argent. Je rencontre des gens dans ce métier d'agent immobilier, des paysans, tu vois. Je pars pour tu vois, leur ramener des clients pour leur terrain, etc. Le mec, tu vois comment il est habillé, tu as envie de lui donner un dirham, tu vois. Et subhanallah, il a des millions et des millions d'euros sur son compte. Je parle de millions et de millions d'euros sur son compte. Et c'est quoi comme activité qu'ils font eux? Alors avant, ils gagnaient beaucoup d'argent dans l'achat-revente de terrains qui ne sont pas titrés, ce qu'on appelle ici l'ashwa'i. Ashwa'i, ça veut dire des terrains qui ne sont pas en lotissement, qui ne sont pas autorisés. Il y avait beaucoup ces problèmes-là au Maroc. C'est pour ça que c'est moche. Des fois, tu passes dans des endroits, tu trouves que c'est moche, ils ont construit n'importe comment parce que l'État n'était pas très pointu dessus. Mais maintenant, avec l'organisation de la Coupe du Monde qui arrive en 2030, Inch'Allah, c'est tout bloqué. Impossible, tu construis un terrain s'il n'est pas titré, tu vois. Et c'est que dans les zones de lotissement et tout. Mais avant ça, il y en a beaucoup qui gagnaient de l'argent dans l'Ashwa'i, que je te dis. Du coup, ce genre de personnes que je t'ai montré, ils achetaient un terrain à 5 € le mètre, ils le revendaient simplement 6 € le mètre, c'était une dirham, mais sur 10 000 mètres carrés, etc. Ah ouais, ça faisait vite. Je connais des gens ici, ils ont fait une fortune dans ça, frère. Subhanallah. D'ailleurs, pour ceux qui me posent la question, quel est le meilleur investissement en immobilier au Maroc? Alors, je vais vous donner un petit tips. Pour moi, le meilleur investissement, c'est d'acheter des parcelles de terrain en lotissement, parce que le reste, je t'ai dit, c'est bloqué. De les acheter au tout début, à 5 000 dirhams le mètre carré, 4 000 dirhams le mètre carré. D'ailleurs, ça, c'est les prix les plus bas à Tanger. Ils augmentent très rapidement. Il n'y a pas de terrain à Tanger à 2000 dirhams qui est constructible et tout ça, sauf si c'est... Même dans des endroits très paumés, vous ne trouverez pas en lotissement ce genre de prix. Donc du coup, tu achètes un terrain comme ça, tu le gardes un tout petit chouïa, des fois 6 mois, des fois 1 semaine, des fois 1 an, ça dépend. Et tu le revends avec une plus-value. J'ai des terrains qui sont juste là derrière. Là, c'est une zone villa, il m'en reste 2 terrains là, Al Randouri. Là, ici, on est à même pas 1 kilomètre du casino de Tanger de Villa Haris. Tu vois, on est à Malabata. À Malabata, ici, dans ces zones, tu ne trouves pas de terrain pour villa, tu vois. Moi, il m'en reste 2. J'en ai un de 500 mètres à 6500 et un de 300 mètres à 7500. Ces terrains-là, tu les achètes maintenant. T'attends même pas une année, regarde au rythme où ça se construit ici. C'est énorme. Tu peux les revendre 12 000, 13 000 dirhams le mètre carré facilement. Regarde, t'attends une année, oui, mais quand tu revends, tu peux toucher 60 000, 70 000. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de travaux à faire. Tu vends cash, je veux dire, tu achètes et tu revends sans faire de... Ok, très bien, alhamdoulilah. Donc c'est des activités que tu fais. Donc il y a ça. Tu m'as dit à conciergerie, tu nous as parlé d'éventuellement société de rénovation. Ouais, ça c'est ce qui est en cours, c'est ce qui peut intéresser ceux qui nous regardent. Ouais. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément acheteurs, tu vois, qui ne veulent pas forcément acheter sur Tanger. Mais je vous propose 2 choses. Si vous voulez faire un investissement dans cette ville qui s'appelle Tanger, donc, qui est au nord du Maroc, qui a plein d'avantages, qui va accueillir donc, les matchs de la Coupe du Monde, etc. Donc vous achetez ou des terrains, vous les revendez, ou sinon vous les construisez. J'ai une vidéo sur la chaîne où je propose des terrains à partir de 5800 dirhams. J'ai des parcelles de 80 mètres, c'est-à-dire que pour 43 000 €, tu peux t'acheter une parcelle de 80 mètres
construire 3 étages, tu as déjà le permis et tout. Alors ça, c'est réglo, hein, c'est pas, tu arrives chez le notaire, le lendemain, tu peux commencer à construire. Tu fais 3 étages, tu as des locaux, tu as des garages en bas, juste tu loues tes garages. Je ne sais pas moi, dans cette zone de Mroura, tu peux louer 2 garages aux alentours de 10 000 dirhams. Tu loues 3 appartements. Mon frère, ça y est, tu as 2000, 2500. Tu as investi peut-être 130 000 euros, 140 000 euros entre achat du terrain et construction. Ben, tu as 2500 euros par mois. Ah, tu peux venir faire ta hijra au Maroc. La vie n'est pas très compliquée. Hein. Les 150 000, si toi tu as mis 10 ans en France à travailler, à les ramasser, si tu les investis intelligemment, tu peux faire ta hijra. Voilà, là on parle concret. Non. Ouais. Là c'est pas. Là, c'est chiffres, je te vends pas de formation, là je te parle concret. D'accord. Ok. Et ta société de construction, tu as déjà une société de construction? Moi j'ai une société d'agent immobilier. D'accord. Qui va être finalisée là bientôt. Et je travaille avec mon ami d'enfance, Imad. Salam alaikum Imad, j'espère que tu vas bien. Lui, depuis que moi je suis parti en France, donc il a fait son master, etc. Après il s'est lancé dans ça, dans la construction. J'ai même un autre ami Ismaël, qui est aussi dans la construction. Et eux, ils gèrent des gros chantiers, tu vois. Et ils gèrent justement l'argent de connaissances, de familles, etc. qui sont en Hollande, en France. Ils font de la construction. Donc moi je rentre associé avec eux. Et alhamdoulilah, j'apprends aussi de eux. Et c'est un travail pointilleux, tu vois. Tout est réglo, etc. On fait des choses bien. Et de toute façon, regarde, j'ai pas de maître sur moi, sinon je vous aurais montré le maître. C'est le maître qui détermine si tu passes par moi ou pas. C'est-à-dire que moi, je vais te dire, pour le carrelage, ça va te coûter tant, pour la peinture, ça va te coûter tant, ton projet va te coûter tant. Et toi, tu te renseignes sur le marché. Combien ils coûtent les carreleurs, combien ils coûtent les électriciens, combien ça te coûte une construction. Si tu trouves qu'on te propose le bon prix, bah, tu fais avec nous, sinon tu vois ailleurs. Je veux dire, c'est la loi du marché, tu vois. On n'est pas là pour... Non, c'est carré, un peu c'est carré, tout est carré, tout est clair. Très bien, barakallahu fik. On va changer de sujet. Est-ce que tu envisages un jour repartir en France? Tu sais pas, tu aimerais au jour d'aujourd'hui. Là, je te parle avec ta mentalité d'aujourd'hui, ton état d'esprit aujourd'hui, etc. Repartir vivre en France? Repartir vivre en France? Non. Pour être honnête avec toi, non. Je n'envisage pas repartir vivre en France. Repartir en France pendant les vacances scolaires de mes enfants, etc. Oui. Voilà, être touriste. Ce que je faisais dans le sens inverse, quand je venais du Maroc à ici, j'aimerais le faire maintenant. Depuis le Maroc vers la France, vers l'Europe, quand c'est les vacances scolaires, repartir là-bas. Moi, je suis un gars de Haute-Savoie, j'aime bien le lac Léman, j'aime bien aller me baigner là-bas. Et du coup, j'aimerais bien retourner pendant les vacances. Mais pour vivre en France, non, par rapport à mes enfants, tu vois. C'est juste par rapport à mes enfants. Une fois qu'ils se sont lancés ici, dans le programme ici, j'aimerais qu'ils restent là jusqu'au bac. Inch'Allah, si on est vivant. Une fois qu'ils ont leur baccalauréat ici au Maroc, là oui, c'est un d'entre eux souhaite partir faire ses études universitaires en France. C'est ce que j'encourage justement les gens à faire. Tu ne t'opposerais pas et tu les encourages, ok. Voilà, moi j'encourage ceux qui sont ici, qui ont fait l'expatriation, s'ils ont des enfants un petit peu plus âgés, de les laisser partir dans les universités françaises, européennes de manière générale, c'est mieux. D'accord, s'ils sont encadrés et tout, pour éviter de tomber dans des travers. Ça, voilà. C'est leur organisation. Bah ça, c'est le travail qu'on fait maintenant, justement. Après, c'est Allah qui guide ou pas. C'est vrai, on fait les causes, tu vois. C'est vrai, c'est intelligent. Tu investis tout maintenant dans leur éducation, leur instruction. Comme ça, après, ils ont les bases solides et, alhamdoulilah, ils pourront affronter le... Exactement. D'accord. Et du coup, dernière petite question. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait s'expatrier ou faire la hijra, mais qui hésite encore, qui a un peu l'argent, qui a tout, mais il hésite? Qu'est-ce que tu te donnes? Il faut qu'elle cherche son pourquoi puissant. Pourquoi elle veut faire ça? Pourquoi? C'est quoi qui prime pour elle? Parce que moi, si c'était l'argent, si c'était la sécurité, si c'était le CDI, si c'était la facilité, ça serait de rester en Suisse. Tu vois, moi, quand je suis parti, les gens ils étaient choqués, tu vois. Tu abandonnes un poste comme ça. Tu vivais en France et tu travaillais en Suisse? Voilà. D'accord. J'étais un frontalier, malheureusement. Frontalier. Ouais. On n'est pas très apprécié là-bas, tu vois, en tant que frontalier. J'ai des amis aussi qui disaient ça aussi. Voilà. Donc, si vous entendez du bruit, c'est les enfants qui jouent au foot derrière. Ouais, jouent au ballon. Ouais, c'est convivial, hein, petite résidence comme ça, là. Tout à fait. Ils sont en sécurité, les enfants. Il y a beaucoup d'expatriés dans ces résidences. Il y en a beaucoup. Tout autour ici, il y a beaucoup d'expatriés. Et du coup, donc, pourquoi vous voulez venir? Si vous avez des enfants, je pense que la plupart, ils viendront pour leurs enfants. Tous ceux que j'ai croisés, ils ont des enfants petits encore, donc ils viennent pour leurs enfants.
Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'enfant, qui souhaite vivre au Maroc, venir s'expatrier ici, il faut qu'il vienne avec un contrat expatrié. Il faut vraiment que ce soit tout cadré depuis chez vous là-bas. Si tu es ingénieur en informatique, il faut que tu viennes avec un contrat en se basant sur un salaire français pour que tu sois tranquille. Si tu es dans le digital et tu aimes le show, tu aimes être dans un pays décontracté où les gens se lèvent à 11 h et se couchent à 2 h du matin, bah, le Maroc c'est une bonne option. Pour ceux qui veulent avoir leur business ici et éviter de payer trop de taxes aussi, bon, il y a des taxes au Maroc, mais il y a toujours façon de payer un petit peu moins. Voilà, le Maroc est une bonne option. Pour tous ceux qui ont, je pense, qui sont marocains comme nous, tu vois, et qui souhaitent s'expatrier de l'Europe, je pense qu'entre le Maroc, la Turquie, Dubaï, parce que c'est les 3 options qui reviennent tout le temps. Bon, l'Asie en général, c'est loin, tu vois, il y a l'Indonésie, etc. C'est rare ceux qui vont jusqu'à là-bas. Je pense que moi, j'aurais toujours choisi le Maroc, parce qu'à Dubaï, je serais toujours un étranger. La mentalité ne me convient pas. La Turquie, bah, la barrière de la langue. Sinon, la Turquie, masha'Allah, c'est un très beau pays, la Turquie. La Turquie, pour moi, c'est une option à vraiment considérer, mais il y a cette barrière de la langue. Moi, j'ai des enfants. Si je n'avais pas mes enfants, peut-être je serais parti en Turquie. D'accord, très bien. Donc, leur conseil que je leur donnerais, c'est bougez-vous, les gars. Bougez-vous intelligemment. Ne venez pas ici en essayant de travailler au Maroc, de gagner votre salaire en travaillant chez les Marocains ici. Il faut que vous ayez une source de revenus. Le plus gros obstacle, c'est ça. D'accord. Si tu arrives à relever ce défi, pourquoi pas venir ici? Pourquoi pas? Tout le long de la vidéo, tu nous as fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas une chose impossible, que c'était vraiment accessible en vérité. Il y a un pays qui est en plein essor, en plein développement, donc il y a moyen de trouver Ah oui, bien sûr, il y a moyen. De quoi faire un revenu conséquent, alhamdoulilah. Bien sûr, alhamdoulilah, tu peux très très bien gagner ta vie ici. Tu peux très très bien gagner ta vie ici, tu vois. C'est celui qui te dit l'inverse. En plus, ici, alors, là, le grand avantage que moi j'ai ici par rapport à là-bas, c'est qu'ici, je peux me lever le matin, je ne sais même pas pourquoi je me lève. Je peux sortir dehors avec ma voiture, je m'arrête à plein d'endroits, je parle avec plein de gens et je peux sortir avec des idées de business, je peux vendre quelque chose, revendre quelque chose. Ici, c'est très ouvert et tout le monde fait tout. C'est pas bien et c'est bien, tu vois. Moi j'aime bien ça. Moi, dans mon métier d'agent immobilier, je trouve des collaborateurs partout, les assess, les gens dehors, le café, où tu veux. Je cherche des biens, j'arrive, tu vois. Ça m'aide beaucoup. Alors qu'en France, tout est cadré, quoi. C'est trop cadré. En Suisse, c'est encore pire. C'est trop cadré. Tu n'arrives pas à faire... Mis à part avoir un diplôme, être dans un travail, faire une chose bien précise, tu n'arrives pas à créer un business. Si j'aurais fait la même chose en Suisse, à Genève, la demande de logement, elle est... Tu vois, très très forte demande. Mais je ne pense pas que j'aurais réussi. Mais ça aurait été plus difficile en tout cas. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Alors qu'ici, je débarque, au contraire. Les gens, ils m'accueillent ici. Quand j'arrive, je parle l'arabe avec, tu vois, avec cette double culture française que j'ai. Quand je leur dis que j'ai une chaîne YouTube où je parle en français, etc., ça m'aide beaucoup. Hein. Ça m'aide beaucoup, c'est un avantage pour moi. Facilité. Voilà. Donc, alhamdoulilah. Vous pouvez tous vous lancer. Hein. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes, leur but, c'est de freiner les autres, tu vois. Ouais. Alors, attention, c'est des jaloux. Ça, c'est le hasad, c'est la jalousie. C'est encore pire, tu imagines, parce qu'il y a la jalousie, celui qui il voit un bien chez lui, chez quelqu'un, lui aussi, il veut l'avoir. Il y a le pire, c'est celui qui il voit un bien chez l'autre, il s'en fiche que lui, il est pareil, il veut juste que lui, il l'a pas. Lui, il veut qu'il tombe. Même si lui, il l'a pas après, mais tant que lui, il l'a pas. Lui, c'est le pire, lui. C'est la pire des maladies, ça, du cœur. C'est le pire. Qu'Allah nous en préserve. Moi, par exemple, sur tous les biens que j'ai, que je présente, parce qu'il y a des choses que je ne présente pas sur ma chaîne, que je partage juste par WhatsApp, j'ai même pas 1% des biens qu'il y a sur Tanger. Il y en a plein, des appartements. Jazakallah khair barakallah fik pour cette intervention. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou c'est bon, tu as fait le tour? Moi, par rapport au Maroc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un temps d'adaptation, un temps d'intégration. Ça va être difficile pour vous. Alors moi, j'ai toute ma famille qui est ici à Tanger. Donc pour moi, je suis un cas exceptionnel. Je n'ai pas ce problème d'intégration, mais je sais qu'il y a des gens ici qui souffrent. J'ai un frère ici qui est franco-pakistanais. Il travaille à Paris dans le VTC. Il laisse sa femme ici, puis il part un petit peu de temps, il revient.
Et pour elle, elle n'est pas tangéroise, c'est difficile. C'est une amie à ma femme. Ça, c'est un exemple qu'on peut généraliser. Je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés ici que quand c'est l'Eid, etc., ils sentent ce manque, tu vois. Ils ressentent ce manque. La famille, l'éloignement de la famille, c'est ça le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Après, la mentalité, c'est des gens bien ici. Juste adaptez-vous à eux. Voilà. Le sérieux ici, il n'y a pas. Le rendez-vous, il n'y a pas. C'est au feeling, tu vois. Ils font les choses au feeling. Mais comment dire? Non, mais c'est la vérité. Tu me dis ça parce que c'est exactement le terme. C'est au feeling. C'est au feeling. Quand il te dit un rendez-vous pour l'Asr, ça veut dire jusqu'à le Maghreb, jusqu'à l'Aïcha, il vient à l'Aïcha, voilà. Oh, je te dis pour l'Asr. La dernière fois, j'ai donné un rendez-vous à une Marocaine pour. D'ailleurs, il y a beaucoup de Marocains qui m'appellent. Alors, ils me disent, je comprends pas ce que tu dis dans tes vidéos, mais je fais pas confiance à ces gens d'ici, donc je passe par toi. Après, elle commence à me parler en arabe. Tu vois, elle commence à me parler. Je lui ai donné rendez-vous à 15h à Val-Fleury pour visiter un appartement. Là, c'était à 14h. Elle est arrivée à 15h moins 10. 50 minutes de retard. Et quand elle est arrivée, ça va, la Alex, et tout. Comme si rien ne s'est passé, même pas pardon, même pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme quoi c'est normal pour eux en fait. Pour eux c'est normal. Ça fait partie de leur quotidien. Donc le mot de la fin c'est ça, c'est l'intégration. Ici ça se passe au feeling, mais c'est des gens bien. Ce sont des gens bien. Et puis le Marocain, ça sert à rien de lui tenir tête, ça sert à rien de l'énerver. Si tu ne te rends pas un service, ça sert à rien de forcer. Tu laisses passer, tu reviens après parce qu'ils sont trop têtus ici. Si tu essaies de durcir le truc, il ne va pas te le faire. Tu vois? Si tu donnes, tu es dans les habits, parce qu'on a parlé des habits. Moi, j'ai ma femme qui a pris une influenceuse, tu vois, pour le lancement de son site, de sa marque. Elle l'a payé, etc., en avance, parce que c'était la condition. Elle lui a fait la moitié du travail. Elle lui a couru derrière pendant presque 1 mois et demi pour lui faire l'autre moitié. Je te jure, il ne lui a pas fait. Et il n'y a rien à faire. Et si demain, elle a besoin d'elle, elle va le recontacter. Ça va, la basse avec. Oui, oui, je te prends, je te fais. Ah, la dernière fois, j'ai juste oublié, je suis désolé, machin. Et malheureusement, c'est ça. Au Maroc, c'est ça. Donc, pour ceux qui viennent de loin, ça va être le défi pour eux de pouvoir s'intégrer. Alhamdulillah. Barakallahu fik pour tous ces détails, ces précisions et cette transparence. Qu'Allah te facilite. De toute façon, tout sera en descriptif. Tous les coordonnées du frère, chaîne YouTube. Donc, alhamdulillah, qu'Allah te mette la baraka dans tout ce que tu entreprends. Qu'Allah te facilite et te préserve pour tout le reste de ta vie. Barakallahu fik, akhi. Barakallahu fik, frère Wahabi, de m'avoir reçu. Donc, c'était Abdel Fattah de Saint-Quentin avec vous. Et puis, peut-être sur la chaîne, si vous voulez me contacter, vous venez sur ma chaîne et je serai là pour vous accompagner. Inch'Allah, marhaban. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. I'm wishing loving was perfect, I'm praying. Don't realize deep inside that I'm broken. I trusted in a dream, I hopeless cause now I watch the flowers as they wither.